Et bonjour à tous. Alors, il faut que je vous présente ce que j'ai fait ces derniers temps. Vous allez voir, c'est quand même assez fabuleux l'outil que je vous ai développé pour BeamNG pour créer des maps basées sur OpenStreetMap. D'ailleurs, ici la map est tellement grande qu'il faut quand même retoucher l'affichage. Ça se passe ici, donc dans mon générateur, je mettrai les options pour pouvoir directement mettre en place le visible distance. Donc, que je vous explique toutes mes recherches. Ici, on a une tuile OpenStreetMap qui fait 36 km par 36 km. Le but, c'était de pouvoir exploiter un maximum et que ce soit game ready avec Blender, créer des outils adaptés à OpenStreetMap et à la génération automatique de votre mode à partir de Blender. Donc en somme, c'est à peu près ce que fait MapNG, mais d'une façon bien plus poussée avec des générateurs Geometry Node. Par exemple, ici, toute la forêt, toutes les roches, enfin tous les items forest ont été générés avec mon Geometry Node qui le convertit en Forest Tool. Donc ici, par exemple, c'est jamais parfait, c'est jamais la reproduction identique de ce que vous avez dans Blender et de ce que ça génère dans le Forest Editor, mais disons que c'est très proche du résultat final. Mais il y a quand même quelques petites choses à corriger manuellement, mais rien de très comment dire compliqué. C'est juste voilà, par exemple, des fois le scale qui a été généré sur les instances du Forest Editor sont pas toujours, enfin reflètent pas toujours la véritable échelle, puisqu'on convertit d'un Geometry Node vers des métadatas qui puissent être chargés ici dans le map, dans la map. Donc ici on voit voilà que tout mon générateur a bien déclaré les mèches de mon système de forêt, de mon Forest Editor. Et ici donc on peut retoucher, par exemple là on voit qu'on a un petit souci avec voilà, ces objets qui ont été mal placés. On en aura d'autres, par exemple ici ça va, mais par exemple l'arbre là, si vous le trouvez trop près, ben, on pourra le virer. Donc 100% compatible avec le Forest Editor, et c'est exactement ce que je voulais, puisque là, pour vous donner une idée, la route que j'ai générée, c'est la route du col de la Bonnette, donc le col routier le plus haut d'Europe, qui serpente sur 50 km. Donc départ Saint-Étienne-de-Tinée qui est ici, à Josier de l'autre côté. Donc il y a 50 km de route qui serpente à travers ces vallées. Et on arrive ici au sommet, au col de la Bonnette, qui doit être par ici. Je sais exactement, voilà, le sommet il est là. Donc ici on est à 2802 mètres d'altitude. Et on démarre à peu près à 1600-1500 mètres d'altitude. Donc pour aller au sommet à partir de Saint-Étienne-de-Tinée, nous parcourons environ 24 km. Et idem pour Josier, donc le sommet est à peu près au milieu du parcours. Alors étant donné que je ne travaille pas sur un format TER, c'est-à-dire que ici le terraforming n'est pas exploitable. Pourquoi? Parce que tout simplement le terrain est bien trop grand pour pouvoir exploiter les outils de sculpte de terrain natifs à BeamNG Drive, et c'est pour ça que j'ai créé ce workflow, ce pipeline et tous les outils pour parvenir à un résultat intéressant, comme vous voyez ici. En fait, j'ai essayé de contourner un maximum toutes les restrictions techniques que le fait de travailler sur du static mesh pour le terrain, les routes, etc. puisse être fonctionnel. Par exemple ici j'ai un start point que j'ai placé directement dans Blender. Et vous voyez que le terrain forming, enfin le terrain sculpting,
a été corrigé par rapport à ma route. C'est-à-dire que c'est ma route qui a déterminé avec des outils que j'ai développés comment on va resculpter le terrain, parce qu'on ne peut pas avoir ce résultat directement avec les données brutes de OpenStreetMap. Donc il a fallu corriger tout ça, créer les outils adaptés pour faire en sorte que la route puisse être corrigée, parce que quand on projette une route sur une route de montagne, surtout avec beaucoup d'épingles, tiens, là aussi il faut que je supprime ces cailloux. Donc quand on travaille sur les données brutes OpenStreetMap, ça ne nous permet pas d'avoir une route lissée parfaitement opérationnelle et jouable directement dans le niveau. Vous voyez que là, tout ce que j'ai généré à travers mes générateurs de Blender fonctionne parfaitement avec les éditeurs du World Editor. C'était vraiment le but de toute cette recherche et développement que j'ai faite pendant des années. Là, on commence à avoir des résultats intéressants. Alors, vous allez voir, c'est pas encore parfait dans le résultat que je veux fournir, mais disons qu'on a déjà des bonnes bases. Ici, vous avez vu le découpage. En fait, c'est dû au fait que, comme on veut travailler avec les ground tips, c'est-à-dire les systèmes de particules de BIMMG, le changement d'adhérence en fonction des matériaux, et comme je ne peux pas faire du terrain painting traditionnel comme on le fait sur un format TER, il a fallu que je trouve une alternative et que je contourne un petit peu comment dire, les restrictions que ça impose, ce flux de travail. Et du coup, qui dit restriction dit outil adapté. Et du coup, j'ai créé un système de masques. C'est-à-dire qu'avec OpenStreetMap, si vous êtes un peu connaisseur du flux de travail sur OpenStreetMap et des outils qui est à disposition, vous connaissez peut-être le site internet qui s'appelle Mapbox Studio. Mapbox Studio, c'est intéressant dans le sens où on va pouvoir récupérer des calques personnalisés qui va nous permettre des choses très très intéressantes pour avoir un résultat que vous voyez ici, c'est de récupérer des masques. C'est-à-dire qu'OpenStreetMap va référencer les régions rocheuses, forestières et arides d'un terrain. Ce qui me permet donc de récupérer des masques en fonction de ces classes de terrain. Et grâce à ces masques, je vais pouvoir découper, c'est ce que j'ai fait, en fonction des masques, le terrain, uniquement si le terrain est référencé comme terrain aride, terrain rocheux, terrain végétal, comme ici. Donc terrain forestier ici, terrain aride là où vous voyez du marron, et terrain rocheux ici où vous voyez de la roche. Et après, grâce à des géométries nodes, j'ai pu faire des séparateurs de matériaux. C'est pour ça qu'en fait, quand vous allez voir voilà, ce type de choses, donc ça dépend vraiment de la topologie du terrain, qui est déjà assez élevé, hein, donc on a quand même des terrains assez costauds hein, en termes de topologie, ce qui permet donc de pouvoir vraiment faire du terrain sculpting intéressant. Mais on va dire la limite, c'est le fait que comme on travaille sur des faces, alors je pourrais améliorer le résultat en faisant un poke face, c'est-à-dire au lieu d'avoir des rectangles quadrimèches, je pourrais les faire en trimèche et diviser en fait chaque tuile, enfin chaque subdivision de mon terrain en 4 petits triangles qui recomposent le rectangle. Donc ça permettrait déjà d'avoir un sculpte encore plus poussé, et ça permettrait aussi d'avoir cette on va dire la jonction entre deux matériaux un peu plus propre. Ce qui me permettrait de tirer une ligne droite en fait si je fais un poke face avec 4 triangles par face. Mais bon, ça augmenterait la topologie aussi. Donc à prendre avec précaution, mais disons que ça permet voilà, d'avoir encore plus de maîtrise sur le sculpte du terrain. Donc comme vous pouvez voir, voilà, là, il faut enlever quelques pierres par-ci par-là. Il n'y a rien de dramatique. Et tout ce que j'enlève, après je vais pouvoir en remettre. Là je fais une première passe pour enlever les rochers qui sont vraiment en plein milieu de la route. Éventuellement quelques arbres. Celui-là il va bien, celui-là il va bien. Celui-là, hop. Alors, des fois il me fait un peu chier là.
attention, on peut le virer. Ah, celui-là, faut le virer. Donc, comme tu peux voir, voilà, après, tu as un flux de travail qui reste proche de ce que tu fais traditionnellement. Sauf que là, tu peux vraiment travailler à plus grande échelle. Donc, c'est vraiment ce qui va nous intéresser. Alors, par là, j'ai des rochers en plein milieu de la route. Il est chiant à continuer là. Là, on enlève. Là, j'en ai encore un. Là, c'est justement le rocher qu'on a en plein milieu. Voilà, la route est libre. Donc du coup, l'idée euh, c'était de créer un générateur dans Blender qui permette vraiment d'exporter une map prête à l'emploi. Donc comme vous pouvez voir, voilà, il faudra peut-être un peu mieux maîtriser le placement des items forest. Mais du coup, voilà, on a quand même quelque chose qui permet d'avoir un flux de travail qui travaille sur de très grandes échelles. C'est vraiment tout ce qui m'intéressait à travers ces outils. Donc d'ailleurs là, on peut voir hop, ce que fait concrètement mon système de masque. Par exemple ici, le trou que vous voyez, c'est tout simplement un masque de rivière que je n'ai pas encore, appliqué sur le mesh générateur. En fait, j'ai un mesh qui va me permettre de générer, enfin de splitter le mesh générateur, c'est-à-dire le mesh où on va appliquer les masques, analyser les masques et séparer les faces correspondant à chaque masque. Donc ici, c'est le masque rivière qui n'a pas été encore généré. Donc vous voyez un résultat brut, hein, c'est vraiment une map qui permet de mettre vraiment tout l'outil complet. Donc en gros, l'outil, c'est pas un seul outil, c'est un bundle donc, qui fait plusieurs choses. Il y a un bundle d'outils, c'est-à-dire qui permet voilà, de préparer le terrain sculpting, etc. Des outils pour analyser les routes, et avec des points de contrôle, on peut corriger justement la route avec des altitudes bien précises. Donc là, j'ai fait une correction en 3 points, c'est-à-dire le départ à Saint-Étienne, le départ à Josier et le sommet. Et en gros, il m'a calculé les deux dénivelés de la route et il m'a corrigé tout ça de façon générale. Mais on peut pousser vraiment, si vous voulez une précision bien plus accrue, travailler avec des points de contrôle en GPZ. Si vous avez accès à des GPZ, par exemple, je sais qu'il existe les GPZ pour la route du col de la Bonnette, parce que justement référencé par des cyclistes, parce que c'est très emprunté par des cyclistes, et souvent ils utilisent Strada et des outils voilà, qui permettent de mieux corriger les altitudes clés de la route. Donc par la suite, ça sera compatible avec les points GPX pour référencer justement les points clés d'altitude. Souvent, on va se référencer à l'altitude d'un virage, donc à l'altitude entre deux virages, voir s'il y a des corrections de dénivelé pour avoir des montées et des descentes un peu plus réalistes sur tout le long du tracé. Donc voilà, parce que du coup là, j'ai fait une correction généraliste, mais du coup ça fonctionne plutôt bien, tu vois. On a vraiment une ascension régulière tout le long du tracé. Donc maintenant je vais vous montrer. Donc, vous allez voir qu'en jeu ça risque de pas être super performant parce que justement j'ai Blender qui tourne derrière avec la même carte. Mais voilà à quoi ressemble le plugin d'exportation. C'est-à-dire ce qui va vous permettre de passer de Blender à votre projet Blender vers le mode. Donc ici ben, vous donnez votre nom de niveau, votre nom d'auteur, une petite description. Ici vous avez les vignettes. Texture terrain c'est pour le terrain TER mais du coup on s'en sert pas. J'ai quand même mis voilà, pour voir s'il exportait bien comme il faut. La gestion du shader en 1.5 PBR de BeamNG. La gestion des collisions de type et des ground types, c'est-à-dire le système de particules qui est associé au matériau.
Ici, les colmèches, c'est pour les items de, de la, du enfin, du Forest Editor. C'est-à-dire que les arbres, les rochers, il faut qu'ils aient une collision. Donc il y a la gestion des colmèches des éléments, parce que sinon bah, vous passez à travers et du coup il n'y a pas d'intérêt d'utiliser cet outil. Donc voilà. Après il y a le export forest, donc ça c'est ce qui va analyser l'objet émetteur. L'objet émetteur en voici un. Et je vais vous montrer le Geometry Node qui permet donc de convertir le Geometry Node en système Forest Editor de BIMMG. Donc ça se passe dans le Geometry Node ici. Ici vous avez donc les règles de distribution. Ici vous avez la densité de distribution. Attention, paramètre à bien maîtriser parce que du coup sinon vous allez faire fumer votre CPU. Donc il faut vraiment rester très bas dans des valeurs. Et ici j'ai mis un petit noise pour ne pas avoir toujours la même densité, pour avoir des zones plus ou moins denses en fonction de l'objet émetteur. Donc en somme, pour convertir le Geometry Node en, en véritable système Forest Editor, il faut récupérer plusieurs choses. Donc les instances, c'est-à-dire la distribution des points qui va distribuer les assets. L'index collection, c'est-à-dire quel asset on va distribuer sur quel point. La position du point. Le scale du point, c'est ça qu'il faut corriger. Donc par exemple, j'ai certains arbres qui sont bien trop grands. Et je vais le réduire justement pour avoir un meilleur ratio. Diminuer tout simplement le scale de l'asset initial parce que du coup j'ai vraiment des arbres gigantesques. Et ici la rotation, pour faire une random de rotation, c'est pratique pour les rochers, mais justement c'est ce qui peut un petit peu fausser le résultat dans BIMMG. Donc en fait l'idée c'est ça, c'est référencer, créer en fait une matrice de référencement de votre Geometry Node pour que dans Blender vous ayez une idée de ce que va vous générer le Forest Editor et le convertir donc en matrice, en dossier level, enfin c'est plutôt un Forest brush 4 JSON. Enfin bref, c'est le fichier qui est généré avec le Forest, enfin qui rend cet outil voilà, fonctionnel et donc qui permet voilà, de convertir le Geometry Node avec des outils de distribution automatique, parce que tu imagines bien que peindre sur 50 km de la forêt, de la roche, c'est long. Donc il fallait trouver tu vois, un outil adapté pour permettre de l'automatiser et faire en sorte que dans BIMMG ce soit fonctionnel. C'est-à-dire que tu puisses voilà, enlever tes items s'il y en a qui bloquent. Par exemple là je crois que j'ai un arbre en plein milieu de la route. Enfin, le coup on n'y voit rien du tout. Non ça va. Donc on passe en travers, mais voilà. Donc bon, tu remarqueras que les arbres sont très low poly parce que tu vois j'en ai quand même une quantité assez faramineuse. Je crois que là pour mon stress test j'ai mis environ 17 000 instances entre les rochers, les arbres. Non, il y a plus, il y a 25 000 entre les rochers et les arbres. Je crois que rien qu'en rocher il y en a 17 000 et pour le reste il y a à peu près 10 000 arbres qui est instancié dans BIMMG. Donc voilà, ça te donne une idée de l'outil voilà, qui est là. Et donc ici, une fois que ton dossier est prêt, ici tu vois j'ai une collection où tu vas déposer tous les DAE, donc tes terrains, tes bâtiments OpenStreetMap, ta route 3D. Euh, et ici j'ai une collection qui permet de générer le decal road, c'est-à-dire ce qui va permettre de générer du trafic sur ta route. Donc tu vois, tout est pensé pour que ici, quand tu appuies sur export, tout est game ready dans BIMMG. Hop, voilà, je sauvegarde mon niveau, je peux le fermer comme ça, récupérer un peu de performance. L'air de rien, ça me bouffe un peu de la VRAM et de la RAM. Voilà, c'est mieux. Et donc voilà le résultat dans BIMMG, tu vois, donc c'est cool d'avoir un outil qui est vraiment pensé pour des gros projets. Alors, j'ai mis plusieurs choses, puisque du coup, je travaille sur la version 5.2 de Blender, et la version 5.2 de Blender avait supprimé
l'export des DS, des DAE, pardon. Donc comme il avait supprimé les exports des DAE, mon plugin a dû réintroduire la possibilité de générer des fichiers Collada, donc des DAE compatibles avec BeamNG tout simplement. Donc voilà, ça fera sûrement plaisir à beaucoup de personnes qui râlaient par rapport à ça. Donc du coup voilà, mon plugin réinstaure la possibilité d'exporter des fichiers Collada à partir de Blender 5.2. Alors autre chose, là vous voyez le terrain, toutes les textures ont été converties en DDS. Ça aussi, ça en fera plaisir à beaucoup, puisque du coup, il y a toute ce pipeline qui est quand même assez chronophage, qui est compliqué, qui est quand même une charge de travail en plus, qui est fait automatiquement à l'exportation de la map. C'est-à-dire que là, tous les matériaux sont convertis en DDS, compatibles donc avec les bons en-têtes de format pour les colors, les data et les normales. Donc voilà. J'ai mis aussi en place un outil qui permet de corriger les noms de textures, parce que ça aussi c'est sensible à la casse quand on charge le niveau. Ça vous évitera d'avoir des noms matériels à tout va de partout. Donc vous voyez, c'est vraiment pensé pour régler un grand nombre de problèmes sur la production d'un niveau et d'éviter voilà, un maximum d'être dans cette interface du World Editor, de point de bien qu'il soit bien, qu'il ait été repensé. C'est quand même voilà, un outil complexe, et je trouve que voilà, les gens qui font des mods sont plus habitués à Blender que à des éditeurs propriétaires de moteurs de jeu, mis à part s'ils sont spécialistes dans Torque 3D par exemple, parce que le World Editor et BeamNG en général est hérité du moteur de jeu Torque 3D. Donc si vous n'avez pas des connaissances en Torque 3D, voilà, vous allez vous casser les dents assez rapidement. Et voilà, et de toute façon, toutes les personnes qui font de mode sont un peu plus à l'aise avec des logiciels comme Blender ou Maya. Moi, par exemple, c'est Blender. Mais du coup, voilà, on a des outils très puissants dans Blender. On a la possibilité de créer des outils sur mesure en fonction de besoins très spécifiques. Et vraiment, voilà, avoir un workflow et un pipeline qui soit simplifié pour des grosses productions. Donc vraiment pour penser pour voilà, penser pour faciliter la vie du développement de mode. Donc comme vous pouvez voir, voilà, il y a quand même un outil très puissant. Tu vois, tu peux travailler sur des très grandes zones et enfin exploiter tout le potentiel d'OpenStreetMap. Parce que c'est bien beau d'avoir des générateurs OpenStreetMap. Si ta map, elle est pas très agréable à rouler, elle est pauvre en détail en termes de graphisme, tu vois, j'ai essayé de penser ce genre de choses. Donc autre chose aussi, voilà, que je vais te montrer, c'est la possibilité, tu vois, de mélanger, tu vois, avec le sculpt, comme je travaille sur plusieurs masques et que certains masques se chevauchent, tu vois, tu peux faire ressortir de la roche sur des endroits de jonction, comme ici, tu vois. Alors c'est pas ici qu'on le voit le plus, mais c'est là, voilà. Tu vois, ici, j'ai plusieurs masques qui m'ont permis, tu vois, de sculpter de la roche et d'être en superposition, enfin, ouais, en superposition sur sur un autre terrain une autre classe de terrain. Donc tu vois, et du coup ça gagne en verticalité, tu vois, il y a des choses que tu peux pas faire avec le format natif, tu vois, ce type de sculpte, tu peux pas vraiment le faire avec les outils natifs du World Editor. Parce que tout simplement la IMAP, le système de sculpte ne le permet pas. Tu peux pas sculpter autre chose que du Z. Donc là, tu vois, tu peux du sculpter sur du Y ou sur du X, sur la face. Une fois que tu l'as élevé, tu peux sculpter ici sur la normale, mais non plus en Z, mais en X, en Y, etc. Ce qui permet d'avoir une maîtrise voilà, pour des falaises par exemple, un peu plus intéressante en sculpture de terrain. Donc tu vois, il y a quand même des avantages, même si on a toujours des petits inconvénients, voilà, sur les mélanges de matériaux, qui sera jamais, qui sera jamais aussi beau que ce que tu peux faire en terrain painting traditionnel, parce que justement, il y a des outils adaptés
au terrain. Donc tu perds d'un côté mais tu gagnes d'un autre. Donc voilà, faut trouver le bon compromis. Mais par la suite, voilà, ma recherche et développement ne va pas s'arrêter là. Je vais faire en sorte d'étudier ce qu'il est possible de faire avec du shader HLSL et des custom matériels pour qu'on puisse enfin faire du terrain painting sur des static mesh, parce que justement ça serait là tout l'intérêt, et donc ne plus être limité à la map, enfin je veux dire à la topologie des static mesh, mais des pixels, c'est-à-dire les masques de distribution de pixels. Et là du coup on aurait un résultat peut-être un peu mieux, pas forcément un grand gain, mais disons une autre méthode de distribution. Mais du coup, voilà, c'est une recherche et développement qui est assez longue, puisqu'il faut que ça soit compatible avec le système de matériel physique et faire en sorte que nos masques, tu vois, puissent nous apporter un meilleur mélange de matériaux. Donc c'est ça qui rendrait vraiment ce workflow ultime. Mais bon voilà, on a déjà un bon début, tu vois, en termes de génération, on est quand même sur quelque chose de pas mal. Alors bon, les assets, certains assets, tu vois, sont pas terribles, mais c'est un début, il faut bien commencer par quelque chose. Donc voilà, les arbres ils sont pas terribles, ils sont très low poly, mais comme il y en a une grande quantité, voilà, faut faire quand même des concessions. Bon allez, je vais continuer ce grand monologue en roulant un peu, en montrant un petit peu le potentiel de la map. Alors je vais sauvegarder comme ça, les forests sont pris en compte. On va faire apparaître un peu de trafic. Voilà. Voilà. Donc on a les 3 points de. On a les 3 points, tiens, je vais réapparaître ici. On va faire un start Josier dans Saint-Etienne. On va repartir là. Tiens, ah, j'ai peut-être appuyé sur A. Hein. Alors, est-ce que l'enregistrement me fait un peu laguer le. Ah, je sens qu'il y a un petit lag que je n'avais pas. Ah oui, c'est peut-être parce que quand j'ai augmenté la distance d'affichage, oui forcément. Donc il faut que je réduise un petit peu la densité de ma forêt là quand même. Là c'est vraiment un stress test, hein, c'est pour voir un petit peu où sont les limites sur une telle échelle. Mais comme j'ai envie de vous faire voir un peu le décor, voilà, j'ai volontairement monté la distance d'affichage non pas à 4 mais à 40 km. Donc un ratio x10. Donc c'est sûr que en termes de performance il y a un impact. Alors, je sais plus comment on fait, voilà, comme ça. On va mettre un peu de trafic, on va faire un normal spawn. Et c'est parti. Et c'est très laggy, tiens. Déjà, j'ai vraiment abusé sur la génération des arbres. On voit aussi que les réflexions temps réel sont hyper laggy. En même temps, j'essaye de faire tourner tout ça en très haute qualité. Je suis en ultra partout. Même si j'ai une bonne carte graphique, il y a quand même des limites. On a vu que c'est surtout au niveau de la foule, ça pose problème.
Faut que je vérifie ça tout de suite. Est-ce que j'ai pas laissé mes... On va voir, parce que ça aussi, si j'ai le double... Alors, terrain proximity, forest, terrain proximity... C'est lequel? Ouais, parce que je crois que j'ai le double de maillage du coup. Parce que j'ai un outil générateur. Et j'ai un outil... Et enfin, si tu veux, j'ai dupliqué. Donc, forest map, forest map... Map, forest map... Alors, il faut que je vérifie si c'est celui-là qu'il faut que j'enlève. Ouais, ouais c'est celui-là. Celui-là, il faut que je le supprime. Délai de sélection. Et celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là qu'il faut supprimer. Voilà. Déjà, ça peut aller mieux si j'enlève quelques milliers de polygones qui ne servent à rien. C'est mon générateur forêt et roche, donc un duplicata. J'avais un souci quand je générais, en fait, j'avais la génération, mais pas le terrain. Et inversement, c'est pour ça que j'ai fait un duplicata, pour voir si ça corrigeait enfin le problème. Donc déjà, ça peut aider à retrouver de la performance. On va vérifier que j'ai bien supprimé ce qu'il fallait. Je peux supprimer un terrain. Normalement c'est bon. Ok. Voilà, il va falloir que je corrige ce petit problème. Ah, oui, je vois que les FPS sont vraiment en PLS. Alors, attendez, je vais peut-être couper la poire en deux. Voir si je mets 20 km, ça suffit ou pas pour afficher le décor. De toute façon, ma map a fait 36 par 36, donc au lieu de mettre 40, je vais mettre 25. Déjà, ça va diviser par 2. Je pense que je vais faire ça. Alors, ici, au lieu de mettre 40, on va mettre 25. Performance, on est quand même assez bas. C'est bizarre parce que normalement, j'en ai pas autant. Ça va bien mieux.
surtout la densité de la forêt qui pose problème, je pense. Ah merde. Ouais,
c'est horrible de rouler la nuit. Rien. Ah, ils sont tous plantés là-dedans. Quand je vous dis il y a de la verticalité, il y a de la verticalité. Il faut que j'enlève des arbres. C'est horrible comme image. Comment ça se fait que... Voilà, tu vois. C'est vraiment les arbres qui déconnent. Je vais les faire en alpha trim, ça sera beaucoup mieux. Je vais laisser juste la collision au tronc. Je vais faire un combi alpha card et c'est trop de sur les freinages. Donc ça, clairement, il faut que ça change. Clairement, les arbres sont trop d'influence. Sans les arbres, trop d'influence. C'est pas la densité du terrain, c'est vraiment les arbres. Avec les arbres, là où il y a les arbres, on va partir de la chaîne. Avec les canons d'arbres, le FPS il remonte.
pas le game ready là, c'est pas. En fait, il faut que je fasse une combinaison. Ouais, les rochers ils vont bien, il n'y a pas trop de pédales, les arbres, putain, le système de feuillage il est éclaté au sol. Il n'est absolument pas pensé comme le livre. De landscape pour l'animation et l'autre. En fait, en soi, il a l'air low poly, mais le nombre de feuilles qu'il y a, enfin, la gestion des feuilles, c'est pas bien géré. On pourrait faire des feuilles par branche et non pas par feuille. Et ça rend super mal parce que justement, il est tellement à calculer qu'il arrive pas à gérer les arbres comme il faut, tu vois. Je vais faire comme ça.
Voilà. Donc pour vous donner une idée, ici, là, je viens juste de faire la moitié du parcours. Maintenant, il y a la descente. Donc tu vois, c'est ça l'intérêt de travailler avec ce flux de travail, c'est que vraiment tu peux travailler à très très grande échelle. Donc là, tu as remarqué, en fait, j'ai fait un corridor, tu vois, juste pour la route, pour avoir un peu plus de topologie, pour gérer le sculpte du terrain. Et j'ai conservé le reste de ma brique OpenStreetMap juste pour du landscape. Mais bon, on pourrait travailler toute la tuile comme ça aussi. Et du coup, je subdiviserai. Donc, j'ai créé un autre outil qui subdivise les tuiles. Au lieu de travailler sur une grosse tuile de 36 km, je fais plusieurs tuiles de 8 km chacune. Et du coup, voilà, on va dire de la multi-résolution en termes de densité de maillage ciblée en fonction de là où tu en as vraiment besoin. On va enlever le trafic parce que le trafic plus la densité trafic plus densité de forêt qui n'est pas adaptée avec des assets qui ne sont pas adaptés, forcément ça fait laguer à mort. Parce que là, du coup, bon, je pense que depuis tout à l'heure, tu as compris en fait l'intérêt, c'est que tu as vu là, la route elle roule, même si je suis en route de montagne, les lignes droites c'est des lignes droites, les enfilades c'est les enfilades, les épingles c'est les épingles. Tu vois, c'est vraiment, t'as pas à concentrer en fait. C'est vraiment la grande conduite que je pense beaucoup recherchent, de pouvoir rouler voilà, sur des routes où tu as quand même quelque chose à échelle réelle. Voilà, par exemple ces enfilades, tout de suite sur une map officielle, tu vois, tu fais ces enfilades, ça te bouffe du terrain. Alors que là, le terrain il est quasiment illimité, tu vois, pour faire n'importe quel type de route. Il va y avoir quelque chose de varié. Même si ici on est sur une route de montagne, il y a des endroits où ça roule, il y a des endroits où c'est technique. C'est ça l'intérêt. Pour ceux voilà, qui me suivent depuis le début, vous avez remarqué aussi qu'il y a une meilleure gestion du sculpte du terrain, il y a une meilleure intégration de la route. Il y a quand même pas mal de progrès sur tout ce qu'on recherche pour faire en sorte que OpenStreetMap soit vraiment exploitable dans le ING, tu vois, créer des routes vraiment qui te permettent voilà, de faire des sorties de route. Tu vois, c'est un petit peu comme si c'était sur un vrai terrain. Ouais, tu vois, le freeway avec la forêt, c'est vraiment problématique. Il faut que je change ça, et du coup, voilà, ça avance bien. Voilà, donc hier j'ai travaillé sur le fait que c'est bien beau de générer une forêt, mais après il faut gérer les collisions.
Donc ça a été réglé. Et là, cette nuit, j'ai réglé le problème des DDS, c'est-à-dire quand tu génères ta map, tu n'as plus une image de PNG, de JPEG, de plusieurs formats voilà, qui sont moins performants. Du coup, je sais pas. Si. Est-ce que mon forest, ouais. On va voir ça. Hein. On va voir tu vas voir le gain de framerate que je vais avoir. Ça va être assez affolant. Là, j'ai enlevé complètement la forêt. Là, tout de suite, j'ai un gain de framerate assez affolant. J'ai pas réussi à faire un frame. Putain, mais pourquoi ils ont pas mis un auto-clutch? Attends. J'ai pas un auto-clutch pour les freins à main quand je suis en marche arrière ou quoi. Parce que, ouais, au volant, c'est facile d'appuyer sur l'embrayage, mais sans volant et pédale, c'est compliqué. User interface graphique, gameplay, réalistique, d'accord. Clutch manuel, transmission. Pourtant, il est censé être là, tu vois. Ce qui serait bien, c'est que quand tu mets un frein à main, ils te mettent un auto-clutch parce que c'est chiant sinon. Parce que je suis en freinage, il faut que j'appuie sur le frein. Parce que quand t'es en freinage, que tu veux faire un point de pivot et juste mettre un petit coup de frein à main, freiner plus appuyer sur le bouton d'embrayage à la manette, c'est chiant. Donc il faudrait un auto-clutch dès que tu appuies sur le frein à main, tu vois. Parce que sinon tu fais caler le moteur, puisque tu bloques le moteur si tu n'appuies pas sur l'embrayage en même temps que tu fais ton frein à main. Surtout quand tu es en appui sur les roues avant, tu vois. Donc si tu libères pas le moteur quand tu fais ce genre de manipulation, bah, c'est chiant, tu vois. Du coup, compliqué de faire du drift et du rallye à la manette. Tu vois, surtout si tu travailles juste avec un doigt à la gâchette, tu vois, que t'as pas deux doigts, un sur L1 et un sur R2, c'est problématique. J'arrive pas à envoyer la sauce.
Ouais, donc il y avait bien l'autocloche, mais putain, l'autocloche, ils auraient pu le penser pour le frein à main aussi. Très chiant. Cut the throttle on drifting. Assistant. Alors, il n'y a que les deux, tu vois. Moi, je vois un peu les sticks quand même. Ça va être cool quand je vais pouvoir éditer la route en rallye là. Ça va être cool ça. Bien le tester avec un volant, mais parce que ça c'est bien. C'est un raccourci. C'est un raccourci, mais.
descente avec lui pour faire des challenges de drift. Merci. Quand la montée elle est bien pour faire les scénarios de rallye. Alors, la montée par où je suis passé tout à l'heure. Alors, maintenant cette descente là pour faire des quads drift, c'est vraiment génial. Pas super. Donner une idée à chaque fois que tu vois un trou dans la map, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui va passer par la suite. À chaque fois je relâche où il faut pas, tu vois.
arrêter, mais non. Alors, ça va être un bonheur avec un volant. La manette, tu souffles. Avec un volant, la maîtrise de ce que tu fais, ça devrait être jouissif. Surtout que moi, j'ai vendu mon volant à un collègue. Bon, il est dans l'arrière-pays, donc ça va pas aider. Mais par contre, j'y avais bricolé en fait le fait de brancher un frein à main sur un G25. Non, c'était le G27, je crois. Mais bref, j'ai fait un branchement de frein à main imputé sur un bouton. Et du coup, bah voilà, pour faire du roulement, très très pratique. Et voilà, et elle a calé, putain. Le seul moment où j'étais bien placé pour repartir, elle a calé. Faudrait que j'y remonte au cloche. Enfin bref, elle n'est pas arrivée, mais enfin presque arrivée. Encore pas mal d'épingles à passer. Je vais te montrer où je suis. On est pas loin de l'arrivée, mais il y a encore quelques épingles ici là. Donc voilà, ça te permet de voir un petit peu ce que tu peux faire avec les outils que j'ai mis au point. Bon, il y a pas mal de choses encore à mettre en place, mais disons qu'on a, voilà, on a quelque chose qui te génère des maps, et ça, c'est quand même un bonheur. Il y a surtout tous les outils qu'il faut, tu vois, pour que la route soit vraiment praticable. Donc tu as vu, il y a quelques petits problèmes par-ci par-là, mais là encore, je vais développer des outils pour, surtout pour corriger les épingles voilà, qui sont problématiques. En fait, c'est dû, comment dire, c'est pas des épingles simplifiées, c'est-à-dire j'ai vraiment gardé les doubles cordes quand tu as des épingles en double corde, tu vois, j'ai rien simplifié, j'ai vraiment travaillé sur le trajet brut que te donne OpenStreetMap. Donc du coup, je simplifie rien parce que Roadscape c'est un bon outil, mais bon, tu peux pas travailler sur des échelles comme ça avec Roadscape. C'est un bon outil, mais le problème c'est que voilà, il va comment dire interpréter les données d'un tracé. Du coup, tu vas perdre en fidélité sur la véracité des virages. Donc c'est ce que je voulais absolument pas. Moi, je voulais vraiment conserver la nature de chaque virage. Et donc, comme tu as pu voir, tu as des parties roulantes, tu as des parties techniques, tu as des épingles, tu vois, chaque épingle est différente. T'as pas même si bon, bah, c'est une route de montagne qui serpente, tu as remarqué que tu as vraiment, comment dire, un ressenti du tracé réel. En termes de virage, en termes de courbe, en termes de vitesse acceptable pour passer un virage. Enfin voilà, il y a tout cet esprit qu'il faut conserver, parce que sinon bah, ça n'a pas de sens dans un véritable simulateur comme BeamNG. Et surtout, voilà, tu vas trouver, quand tu vas tester la map, surtout si tu as la chance d'avoir un volant pour pouvoir justement comprendre la différence entre une map BeamNG
Et une map OpenStreetMap, quand elle est bien produite, c'est vraiment ça l'intérêt, c'est que il y a quelques modes qui permettent de ressentir à échelle réelle une vraie route. T'as le Nürburgring, t'as le Pikes Peak qui était un bon mode aussi. Euh, alors moi je te parle pas en termes de graphisme, je te parle vraiment en ressenti de conduite. Après il y a quelques maps qui sont cool, il y a Altitude que j'aime beaucoup. Donc ça c'est des vieux modes que les anciens connaissent. Mais enfin voilà, après tous les modes qui ont été pris de R Factor je crois et de Assetto Corsa, pas sûr, mais R Factor c'est sûr. Le Nürburgring qui a été pris de R Factor. Donc voilà, il y a pas mal de vieux modes qui fonctionnaient déjà bien en agrément de conduite, c'est-à-dire vraiment au ressenti de la route. Ce que les maps officielles ne permettent pas. Enfin, les maps officielles, elles sont sympas pour faire du role-playing, ce genre de choses. Mais si vraiment tu veux faire du e-racing, du sim racing euh, dans BeamNG, tu vois, c'est plutôt sur ce type de map qu'il faudrait se pencher. Donc c'est vraiment une autre discipline. Là, je m'adresse vraiment aux personnes qui aiment BeamNG pour rouler de façon sportive et faire des scénarios de compétition, ce genre de choses. Donc c'est comme ça que j'ai pensé, enfin c'est pour ça que je produis des maps comme ça. C'est vraiment pour ce côté, je veux une vraie route quoi. Je veux reproduire une vraie route d'un endroit bien précis pour faire des étapes du rallye de Monte Carlo ou de n'importe quel rallye dans le monde. C'est vraiment dans ce sens-là que je produis ces outils-là. Donc c'est pour ça que, en fin de compte, on va se concentrer sur un itinéraire réel et se concentrer vraiment sur l'itinéraire et produire la route avec un maximum de fidélité. Tout d'abord dans son itinéraire, dans son dénivelé, et après le côté graphique vient après. Mais bon, comme tu peux voir, j'ai déjà pensé au côté graphique, comment on peut améliorer les choses et comment on peut exploiter au mieux OpenStreetMap. Voilà, voilà. Donc après, bon, normalement il y aura un peu de neige, il y aura plein d'autres trucs. Mais bon, ça te permet de voir quel est l'intérêt de mes recherches et de mes travaux, quelle est l'efficacité de mes outils. Enfin voilà, je te donne vraiment un résultat très brut, mais qui te permettra voilà, de juger à quel point OpenStreetMap peut être une outil de base pour produire une map intéressante. Voilà, allez, je te remercie de m'avoir suivi. N'hésite pas à commenter, à poser tes questions sur l'espace commentaire. Et je te montrerai voilà, la suite de l'évolution de ce plugin jusqu'à sa production finale, enfin en tout cas dans ses premières versions produites. Avec tout le bundle, donc tu as des applications, t'as des outils pour Blender pour justement parvenir à un résultat similaire. Et tu as aussi donc le plugin qui permet d'exporter tout ça, dont les outils forestation, enfin Forest Editor, etc. Voilà, voilà. Allez, je te tiens au courant pour la suite de ce projet. Et encore une fois, merci de l'intérêt que tu portes à mes travaux. Allez, bye bye.